L'administration américaine, c'est une administration démocratique et la plupart des pays démocratiques qui fonctionnent, ceux qui sont suffisamment instruits le savent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas été invité par M. Donald Trump. Il a été invité par l'administration américaine. Pourquoi voulez-vous, lorsque c'est l'administration qui invite, vous voulez qu'il voie Trump? Quand il a accepté l'invitation, c'était en connaissance des causes que Trump n'y est pour rien. Le visite pour lequel il est parti aux États-Unis, ce n'est pas une visite officielle ou une visite d'État. C'est une visite de travail. Donc, dans l'ordre de la hiérarchie, c'est normal que ça arrive ainsi. Tous les chefs de l'État ne voient pas tous les chefs d'État quand ils partent dans leur pays. Ça dépend de quelle hiérarchie de visites qu'ils sont en train d'effectuer. Pour le cas aujourd'hui, il était question d'une visite de travail. Il était question d'aller voir le ministre, plutôt le secrétaire en charge de la santé, le secrétaire en charge de la défense, donc avec des questions bien précises. Voir Donald Trump, c'est peut-être pour question de prendre une photo, peut-être une question de salutation. À quoi ça va résoudre nos problèmes? S'il est prouvé que Yahya Hasson est récupérable par la justice, c'est très normal. Donc cela ne peut pas nous inquiéter. Daniel Safou, dont vous venez de poser les problèmes, Daniel Safou ne sera pas gardé ou inquiété parce qu'il est opposant au président. C'est normal. Moi, je me suis pas opposé à Kabila tout ce temps. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous dans cette mission et bienvenue, un grand merci à vous d'avoir choisi www.congo-france pour vous informer. À la présentation, c'est Jemima Kadima et bien avant que je commence, je dis un grand merci à mon boss, messieurs Didi Dipumba. Aujourd'hui, accompagné de mon équipe, là je vois Mouna à la prise de vue et aussi Christian Mukendi Touré, Montréal, à la réalisation. Et bien avant que je commence, je vous donnerai d'abord l'annonce et je vous dirai l'annonce et je vous dirai aussi de quoi nous allons parler avec mon invité d'aujourd'hui. Et lui, c'est un député. Avec lui, on va parler de la politique, on va parler de ce qui se passe dans notre pays, on va parler de tout sauf rien, tout ce qui concerne la RDC, on va parler avec lui, on va vraiment en parler. Et il nous dira pourquoi l'UDPS, pourquoi les Lamouka, pourquoi ils sont en train de faire tout ce qu'ils font là sur Internet et puis dans le pays, pourquoi tout cela se passe. Donc on va parler de ça avec lui, avec mon invité d'aujourd'hui. Et bien avant que je commence, je dis un grand merci à Yapapi le Roi, la carte limitée, la carte qui gagne, formée la Souka Bilanga Héros. Je vois José Ndombele Choma, notre Premier ministre. Et mes salutations à Junior Mosouko, prêtre et le petit frère du boss, Teka Boss à Boss. Mes salutations à Djodjongo Ndaimen, JP Meya, Froy et Loka, ou mes salutations à toi, mes salutations, je vois aussi Coco Ben Limbenga, Tantine Patience et Fanga, Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque. Mes salutations à vous. Bonjour messieurs. Bonjour Jemima, c'est avec une gratitude sans réserve que je tenais à remercier aussi Congo France pour l'opportunité de nous accorder afin d'édifier la religion de ceux qui peuvent nous écouter, parce que durant ces derniers temps, il y a trop de mensonges, de haine qui règnent dans la politique. Alors il était de notre devoir, étant membre de l'UDPS, pour éclairer la lanterne de l'opinion, afin de fixer l'opinion et comprendre d'où est-ce que la République est venue et où est-ce que nous sommes en train de partir. Ok. Bien avant que l'on continue, on pourrait savoir comment on vous appelle et puis si vous êtes participant si vous participez dans quel parti politique ici en RDC. Oui, moi c'est John Kolela, je suis député national élu UDPS. Je viens du Haut-Katanga, précisément de Likasi. Je pense que c'est ça l'essentiel, c'est quelque rapport avec ma position politique. Donc juste John Kolela, élu UDPS dans le Haut-Katanga, précisément à Likasi. Ok, monsieur John, pouvez-vous nous éclaircir sur la tournée du chef de l'État aux États-Unis? Oui, merci beaucoup Jemima. Comme vous le savez très bien, le chef de l'État a été invité aux États-Unis parce que, vous savez, lorsque le chef de l'État faisait campagne, il s'est fixé des objectifs, il a poussé des limites. Alors qu'il est chef de l'État et le président de la République, il ne lui revient pas de rester dans son bureau climatisé. Le chef de l'État est du genre d'homme à retrousser les manches pour aller à la recherche de solutions à nos problèmes. Vous êtes sans ignorer que le niveau où on a pris la République, il y a trop de grogne dans la population. Vous-même, vous êtes témoin de manifestations dans différentes entreprises, de réclamations ça et là.
le chef de l'État ne peut pas attendre. Voilà pourquoi il a accepté l'invitation donnée par le département d'État américain pour aller discuter, redorer le blason terni de notre République, parce que vous savez très bien que notre pays n'était pas à sa place sur l'échiquier international. Voilà pourquoi le chef de l'État, eu égard à ses ambitions, eu égard à son objectif qui s'est fixé, et il était nécessaire qu'il parte discuter avec l'administration américaine pour voir comment cette administration devrait donner sa contribution ou nous aider dans les objectifs dont, entre autres, la lutte contre la corruption, l'impunité, la lutte contre l'impunité, aussi bien comment trouver les investisseurs. Comme vous savez très bien, nous sommes vachement riches en termes de potentialité, mais nous manquons le capital pour démarrer. Nous avons le capital humain, nous avons la richesse naturelle, ainsi de suite, mais il faut des investisseurs pour mettre en exergue nos richesses. Nous avons les problèmes de sécurité du côté de l'Est particulièrement, mais aussi sur toute l'étendue de la République. Pourquoi ne pas aller négocier avec les Américains quant à ce qui concerne la formation de notre armée et de notre police? Nous avons le problème de Ebola en République démocratique du Congo. Pourquoi ne pas discuter avec les partenaires qui peuvent venir en soutien pour que cette maladie puisse être éradiquée? Nous avons des problèmes avec le FMI et, disons de manière générale, les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI. Pourquoi ne pas aller remettre les choses en place de sorte qu'avec le soutien des uns et des autres, nous puissions avoir le moyen de soulager les souffrances de notre population? Est-ce que le président de la République nous a ramené une solution? Parce que faire appel aux partenaires, oui, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que jusque-là, le peuple peut déjà s'attendre à une réponse concrète venant du président de la République et de là où il vient? Exactement, ce n'est pas le président qui a sollicité cette invitation. Vous savez très bien qu'il y a environ 2 mois, l'envoyé spécial de M. Trump que j'ai eu à rencontrer, il y a 1 mois, nous avons discuté avec lui. Nous avons partagé sur toutes ces questions-là, parce que j'étais avec l'envoyé spécial de Trump et l'ambassadeur des États-Unis. Nous avons discuté sur ce que nous pouvons faire ensemble pour aller de l'avant. Si l'administration américaine a invité le président, c'est parce qu'il y a un souci croissant de travailler ensemble. C'est vrai peut-être que les répercussions ne peuvent pas être immédiates le même jour quand le président vient de rentrer, mais au moins il y a déjà un réchauffement de ces relations qui étaient au point mort, de sorte qu'ensemble nous puissions trouver solution. Avec tout ce que j'ai appris, parce que nous sommes en contact avec certains des collaborateurs du chef de l'État qui sont partis avec lui aux États-Unis, j'estime que les réponses viendraient au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y a des préalables, le préalable en termes de la lutte contre la corruption, le préalable en termes de l'amélioration des climats des affaires. Et je pense que plus mieux que le président Félix pour mettre en exergue tout cela, il n'y en a pas. Donc j'estime que le président est conscient du défi qui est devant lui. Il va mettre en place une sorte de climat, de sorte que nous puissions être dans les conditions d'obtenir ce que nous sommes en train de chercher. Et le président a déjà commencé. Si vous voyez toutes les décisions qu'il a déjà prises depuis qu'il est au pouvoir, ça donne déjà l'impulsion, ça donne déjà l'orientation de ce que sera la politique de ces 5 futures années à venir. Mais les gens disent aussi que le président de la République nous promet beaucoup de choses et jusque-là, on a peur que cela ne puisse pas se réaliser. Non, les gens n'ont pas droit d'avoir peur. Le président Félix, nous étions à l'opposition durant 38 années, ce n'était pas pour blaguer. Pendant 38 années, mais c'était avec son père, ce n'était pas avec lui. Non, ne voyez pas l'UDPS en termes de personnes. L'UDPS est une institution, c'est l'UDPS qui a fait 38 années, ce n'est ni le président, le père, ni le fils. C'est nous tous, chacun a donné sa contribution au parti dans le domaine où il était casé. Si le père était président de l'UDPS, mais je vous informe que le père n'était pas président au début de la naissance de l'UDPS. Il est devenu président après un temps. Donc chacun a apporté sa contribution au moment donné. C'est l'UDPS dont je parle qui était dans l'opposition 38 années et c'est l'UDPS qui s'est forgé cette opinion-là. Donc, si nous sommes aux commandes aujourd'hui, c'est pour tenter de résoudre tant soit peu les difficultés que nous avions eu à dénoncer autrefois. Donc, il y a la bonne volonté, il y a le moyen et nous sommes en train de travailler. Si vous regardez toutes les décisions prises par le président depuis qu'il est au pouvoir, il ne suffit pas de dire qu'il promet trop. Non. Pourquoi vous pouvez dire qu'il promet trop? Qu'est-ce que le président a promis qu'il soit de trop? Le président a promis la bonne gouvernance.
c'est une valeur pour laquelle on doit lutter, même s'il faut en mourir. Le président a promis la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption. Le président a dit qu'il faut remettre les choses en rail. Donc, moi, je ne pense pas que les promesses faites par les chefs de l'État sont de trop. C'est vrai que la population qui a été vilipendée est dans le souci de voir les choses venir immédiatement, mais le président n'a que jusque-là 2 mois au pouvoir, alors que sa mandature est de 5 années. Donc, il faut être patient. Il y a des décisions qui ont été prises hier. Il y en a qui seront prises aujourd'hui et d'autres demain. Donc, il faut accorder le temps au temps. Je pense que nous sommes à mesure de réaliser, si pas toutes les promesses, mais au moins plus de 80% de nos promesses peuvent être réalisées et tenter de soulager tant soit peu la souffrance de notre peuple. Est-ce que la population peut s'attendre que dans ces 5 ans-là, toutes ces promesses-là puissent se réaliser? C'est ce que je disais, ce sont des promesses. Devant nous, il peut y avoir des impondérables, c'est ce qui est normal. Devant nous, il peut y avoir des difficultés, c'est normal. Mais on ne devient pas président pour gérer les solutions. On devient président pour gérer les problèmes. Donc, avoir le problème devant nous à gérer, le président s'est fixé un défi qu'il doit relever. Il a poussé ses limites. Nous attendons que les gens nous jugent, peut-être après ces 5 années, pour voir à quel degré nous allons réaliser les promesses, parce que nous ne pouvons pas fixer la barre plus bas. La barre est très haute, de sorte que nous puissions être à mesure de relancer le défi et de convaincre tant soit peu. Mais j'estime que jusque-là, il n'y a pas une promesse qui soit irréalisable par rapport à la manière dont je connais la compétence de notre chef et l'équipe qui est autour de lui, qui tenterait de l'aider, chacun dans le domaine de son choix, pour tenter d'y arriver. Et le chef n'y arrivera pas seul. Donc il y a aussi, le chef va lancer les défis, il va faire ce qu'il va faire à son niveau, mais il revient à chaque citoyen, étant que soldat de la République, de faire sa partie. Donc toi, étant que journaliste, comment tu fais ton travail? Comment tu fais pour aider la population à être suffisamment éduquée? Moi, étant que politicien, qu'est-ce que je suis en train de faire? Toi, étant que commerçant. Donc c'est un défi pour nous tous Congolais, mais que le chef de l'État, en tant que premier citoyen de la République, doit impulser. Donc je pense que jusque-là, il n'y a pas quelque chose qui soit impossible, quoique c'est un peu difficile, mais nous allons nous y mettre. Voilà, cette question, elle tourmente un peu la population et les gens se demandent un peu pourquoi le président de la République n'a pas pu rencontrer son homologue américain Donald Trump. Est-ce un manque de considération? Non, je ne crois pas. Je ne peux pas être tué chez toi, chez tes parents ou chez ton mari. Toi, tu m'invites, mais tu me demandes pourquoi je n'ai pas vu l'autre personne qui ne m'a pas invité. L'administration américaine, c'est une administration démocratique et la plupart des pays démocratiques qui fonctionnent, ceux qui sont suffisamment instruits le savent. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a pas été invité par M. Donald Trump. Il a été invité par l'administration américaine. Pourquoi voulez-vous, lorsque c'est l'administration qui invite, vous voulez qu'il voie Trump? Quand il a accepté l'invitation, c'était en connaissance des causes que Trump n'y est pour rien. Le visite pour lequel il est parti aux États-Unis, ce n'est pas une visite officielle ou une visite d'État. C'est une visite de travail. Donc, dans l'ordre de la hiérarchie, c'est normal que ça arrive ainsi. Tous les chefs de l'État ne voient pas tous les chefs d'État quand ils partent dans leur pays. Ça dépend de quelle hiérarchie de visites qui sont en train d'effectuer. Pour le cas aujourd'hui, il était question d'une visite de travail, il était question d'aller voir le ministre, plutôt le secrétaire en charge de la santé, le secrétaire en charge de la défense, donc avec des questions bien précises. Voir Donald Trump, c'est peut-être pour question de prendre une photo, peut-être une question de salutation, à quoi ça va résoudre nos problèmes. L'essentiel pour nous, c'est la solution des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés étant que nation. À la fin du mandat du chef de l'État, je pense que toi, étant que journaliste et gémiment, tu ne demanderas pas au président de la République combien de fois il a salué ses homologues au président. Tu ne lui demanderas pas combien de fois il va marcher sur les tapis rouges, mais tu lui demanderas quelles sont les solutions qu'il a apportées aux problèmes des citoyens. Donc, le chef de l'État, connaissant quels sont les besoins dont a la République et qu'il y a possibilité de trouver des solutions d'une manière ou d'une autre, il s'est donné. Au contraire, au lieu de juger le chef de l'État sur la forme uniquement parce qu'il n'a pas marché sur le tapis rouge ou parce qu'il n'a pas salué Donald Trump, nous devons le féliciter parce que c'est un chef de l'État qui est capable de retrousser les manches pour aller partout et chercher des solutions à nos problèmes.
Moi, je pense que cela est louable et tout le chef de l'État, même Mobutu, même Kabila, toutes les fois qu'ils partaient dans des pays, ils ne voyaient toujours le président. Ça dépendait de quelle est la mission pour laquelle ils se sont rendus. Au moins, aujourd'hui, nous avons un chef de l'État. Vous savez très bien que prendre l'avion, c'est un risque. Nous avons un président qui accepte de prendre ces risques-là pour chercher solution à nos problèmes et tenter de les décourager avec les critiques. Ce sont les gens qui sont tout simplement haineux ou qui cherchent à salir, à saper l'image du chef de l'État qui sont en train de le faire. Nous disons que Félix étant président, il n'a que 2 mois. Il y a trop de critiques, c'est normal, c'est démocratique. Mais même Jésus-Christ n'a pas réussi à convaincre tout le monde. Voilà pourquoi il a été à la croix. Félix, jusqu'à la fin de son mandat, même s'il danse aujourd'hui dans une piscine pleine d'eau, vous trouverez les gens qui vous diront que M. Félix, vous soulevez la poussière. Donc c'est normal, c'est comme ça qu'est fait le monde. L'essentiel pour nous, nous regardons la population qui nous a fait confiance, nous regardons les objectifs que nous nous sommes fixés. Là où il y a les solutions, le président doit y être pour tenter de convaincre. Et ça fait maintenant 2 mois depuis que le président, depuis que M. Félix Antoine Tshisekedi a été élu. Et jusque-là, nous ne connaissons pas le profil du Premier ministre selon l'UDPS. C'est quoi au fait le profil du Premier ministre selon l'UDPS en tant que parti majoritaire? Réellement, ce qu'il y a, c'est que l'UDPS n'est pas majoritaire au Parlement. Majoritaire dans la population, oui, parce que le président a eu le plus grand nombre de suffrages. Mais il y a un cas que nous n'avons jamais traversé au Congo qui nous est arrivé. Le président est élu, mais la population, compte tenu de notre culture électorale, pouvez voter pour un président, mais le député, vous cherchez quelqu'un de votre famille, de votre tribu, ainsi de suite. Voilà les résultats devant lesquels nous sommes. Malgré cela, le président n'a pas croisé les bras. C'est pourquoi nous sommes dans une coalition avec les FCC pour gouverner ensemble. Le profil du Premier ministre, comme vous venez de le dire, ne soyons pas pressés jusqu'à ce point. Le président est élu, il a prêté serment, les institutions ne sont pas encore suffisamment installées. Le Premier ministre, on peut le désigner aujourd'hui ou demain. Mais il ne va pas entrer en fonction aussi longtemps que le Parlement n'est pas encore installé parce qu'on n'a pas encore le bureau définitif, parce que c'est devant le bureau définitif que le gouvernement ira présenter son programme d'action. Donc, quant au profil, moi je pense qu'il faut trouver un Premier ministre qui connaît réellement la République démocratique du Congo, un Premier ministre qui partage le même point de vue avec le chef de l'État, qui a le même souci de lutter contre les antivaleurs. Donc, nous tous, nous sommes, c'est vrai, Congolais. Il est vrai que c'est le chef de l'État qui va donner l'impulsion par rapport à sa vision, par rapport à sa politique. Je sais très bien que, tel que je connais le président, il est à mesure de le faire. Mais on a besoin d'un Premier ministre qui n'a pas trempé dans la bouillabaisse. Vous savez très bien, durant les années qu'on nous a gouvernés, il y a beaucoup de gens qui sont accusés de beaucoup de méfaits. Et nous voulons avoir un Premier ministre qui a le main propre et qui a les idées pour trouver des solutions aux problèmes auxquels on est confronté. C'est vrai qu'il n'y a pas l'expérience pour devenir Premier ministre parce qu'il n'y a pas une école pour cela. Mais néanmoins, dans la classe politique, comme parmi les technocrates, on peut trouver les gens qui peuvent trouver solution. Pour moi, le seul grand critère, être à mesure de répondre aux desiderata de la population. Si nous trouvons le Premier ministre qui peut payer, parce qu'au moment où je te parle, il y a les entreprises qui ont 300 mois d'impayement. Je prends le cas de la SNCC, 300 mois, c'est-à-dire plus de 5 ans. Ce n'est pas normal. Partout, il y a la grogne. La situation, la ville de Kinshasa est trop sale. C'est vrai, c'est un travail du gouverneur. Mais le gouvernement national aussi a une part de responsabilité parce qu'il y a des domaines où il peut intervenir. J'estime que si on a un Premier ministre capable de résoudre les problèmes de nous étant que nation, les problèmes de la population, les problèmes de chômage, les problèmes de salubrité, les problèmes de santé, c'est celui-là, l'homme providentiel que nous sommes en train de chercher. L'UDPS n'a pas eu assez de sièges au Sénat. Ça a posé problème. Est-ce que si le Premier ministre sortait maintenant, si le Premier ministre sortait de l'FCC, est-ce que ça ne va pas pousser l'UDPS à se soulever? Non, l'UDPS ne s'est pas soulevé parce qu'il n'a pas eu de sénateurs. Avoir les sénateurs, c'est une conséquence logique. Du moment où le FCC a 90% des députés provinciaux, la conséquence logique, c'est que le FCC aura un grand nombre de sénateurs. Les gens ont très mal interprété et régulièrement, je trouve que même les journalistes sont en train de mordre à l'hameçon tendu par les adversaires du pouvoir. On a mal présenté les dossiers sur terrain. L'UDPS n'a pas réclamé le fait qu'elle n'a pas eu de députés.
l'UDPS a dénoncé la corruption qui est un fléau. Le fait que les députés provinciaux ont été corrompus, le fait que les candidats sénateurs ont corrompu les gens pour avoir le voix, c'est l'antivaleur dont moi et toi devons combattre. Si l'UDPS a eu à dénoncer, je peux peut-être vous faire des révélations. Prenons le cas de la Mouka. Le nombre des députés provinciaux de la Mouka ne devrait pas avoir 6 sénateurs. La Mouka devrait avoir plus de 25 sénateurs. Maintenant que 6. Où sont partis les 19 autres? C'est pour vous dire que la corruption n'a pas atteint seulement le camp UDPS, la corruption a atteint tous les horizons politiques. Mais au moins l'UDPS a le courage de dénoncer les mal. C'est pourquoi on veut attribuer comme si cette affaire concerne l'UDPS. Non. À partir d'aujourd'hui, je souhaiterais que ceux qui nous suivent posent le problème en termes des députés provinciaux corrompus. Les députés provinciaux de la République, non pas ceux de l'UDPS. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avions dénoncé parce que le premier champ de bataille du chef de l'État, c'est la lutte contre la corruption. Et l'UDPS étant le parti dont il a émané, a le devoir de l'accompagner dans ses objectifs. Voilà pourquoi nous avions dénoncé. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de députés. Même si on devrait avoir des sénateurs, il ne devrait pas être au-delà des 3 ou 4. Ça ne devrait rien changer du tout. Mais néanmoins, l'antivaleur est combattu. Et demain, ça sera le gouverneur. Vous ne pouvez pas demander à l'UDPS d'avoir un gouverneur dans les endroits où il n'y a pas de députés élus. Donc tout ceci, qu'est-ce que je vais dire? C'est la responsabilité du citoyen qui a voté en majorité les FCC. Donc aujourd'hui, mettre cela sous la responsabilité de l'UDPS, ça sera fausser l'analyse et j'aimerais que chacun puisse prendre sa responsabilité pour dire que lorsque tu votes pour un président, il faut voter pour son député provincial et pour son député national afin de permettre à ce que ce président pour qui vous avez voté puisse avoir la marge de manœuvre afin de conduire son projet de société. Donc nous sommes devant un cas inédit, c'est vrai, mais c'est gérable. Le fait qu'il y aura au moins une coalition, il nous revient à nous, en tant que politiciens, de trouver des solutions là où il y a des difficultés. Est-ce que pour changer ces fléaux-là de corruption, est-ce qu'il ne faut-il pas changer d'abord, il ne faudrait pas d'abord changer tous ces réseaux-là, tous ces gens-là qui sont placés au gouvernement, qui font que de la corruption à la corruption? Est-ce qu'il ne faut pas changer d'abord ce réseau-là? C'est possible. Devant un problème, il y a plusieurs manières de l'aborder pour le résoudre. Si selon vous, vous imaginez qu'il faut mettre de côté les gens, moi je vous dis que ces gens-là sont des élus. C'est que vous ne pouvez pas faire autrement, c'est qu'il faut chercher une autre voie de sortie. La voie de sortie, c'est d'abord l'impulsion du chef de l'État lui-même. Du moment où nous avons à la tête de la République, le président de la République qui a les soucis de résoudre les problèmes, il nous revient à nous, étant que citoyens, de l'aider. On peut gérer avec ces hommes-là qui sont corrompus, mais c'est question pour nous de savoir, lorsqu'il y a des dénonciations de cette corruption-là, d'ester devant la justice. Lorsqu'il y a un ministre qui est corrompu, pourquoi ne pas aller avec lui en justice? Parce que c'est notre responsabilité. En ce moment-là, lorsque les autres corrompus verront cet exemple-là de châtiment ou de punition, ils vont se corriger. Nous ne pouvons pas créer d'autres Congolais aujourd'hui. Ta logique à toi, elle peut être vraie, mais elle peut être si fausse. Parce que il ne suffit pas seulement de changer les hommes. On peut changer les hommes, mais si les hommes qu'on a changés, les nouveaux venus arrivent avec le même comportement parce qu'ils sont aussi congolais, vous pouvez penser que moi je suis saint, mais vous ne savez pas comment j'ai géré là d'où je viens. Dans l'administration, est-ce qu'ils sont tous saints? Dans la justice, les juges que nous décrivons tous les jours, ils sont saints. Ce sont ces mêmes Congolais que le président Félix prendra pour gérer. Il ne suffit pas seulement de changer les hommes, il est question de changer la mentalité. Il est question de punir les coupables. S'il y a cette sanction positive ou négative parmi les gestionnaires, je pense qu'on peut garder les mêmes hommes, tout comme on peut le changer, mais le changement, c'est la manière de conduire sa politique, c'est la manière de conduire sa vision. Moi, je pense qu'il est question des sanctions. S'il y a sanctions, du moment où il y a les enquêtes, on trouve qu'il y a les députés qui étaient réellement corrompus, qu'on les place devant la justice pour les sanctionner. Du moment où on fait cette enquête, on aboutit qu'il y avait les candidats sénateurs qui avaient corrompu, qu'on les mette devant la justice. Du moment où on gérerait avec les gens du FCC, qui sont des corrompus, qui ont triché, qui ont volé, qu'on trouve le dossier, le mettre devant la justice pour que la justice puisse s'en occuper. Moi, je pense que c'est au niveau de la justice dont il faut beaucoup plus serrer, de sorte qu'on puisse remettre chaque citoyen dans l'orbite. Voilà. Parlons à présent de l'invalidation de députés dont on retrouve M. Jean-Koubal Kalala et Weranson qui a été récupéré. Du coup, il y a Daniel Safou
Daniel Safou qui attaque beaucoup l'UDPS, pourquoi pas le président de la République. Daniel Safou qui est un grand combattant de notre pays. Et Daniel Safou s'inquiète. Il ne sait pas où s'est placé en ce moment. Qui se disent quoi? Que l'on classe où? Où est-ce que nous pouvons classer Daniel Safou? Parmi les invalidés ou bien parmi les députés qui seront au Parlement? Merci beaucoup. Je féliciterai ceux qui seront validés et je demanderai beaucoup de courage à ceux qui seront invalidés. C'est ça le règle des jeux démocratiques. Ces règles des jeux n'ont pas été élaborées après ces élections. Ce sont les règles qui ont existé depuis 2006, donc qui nous ont précédés, nous les candidats. Donc on ne peut pas dire que ce sont les règles des jeux taillées sur mesure. Si aujourd'hui Goubal est invalidé, c'est la procédure normale. La loi électorale prévoit qu'après la proclamation provisoire par la CENI, c'est la Cour constitutionnelle qui doit finir le travail. C'est-à-dire il y a des contentieux qui sont prévus parce que la CENI peut commettre des erreurs. C'est normal, ce sont des êtres humains. Il revient à celui qui est lésé d'aller devant les institutions judiciaires pour tenter de se justifier. S'il est prouvé que Ouerasson est récupérable par la justice, c'est très normal. Donc cela ne peut pas nous inquiéter. Daniel Safou, dont vous venez de poser les problèmes, Daniel Safou ne sera pas gardé ou inquiété parce qu'il est opposant au président. C'est normal. Moi, je me suis opposé à Kabila tout ce temps. C'est normal qu'aujourd'hui nous puissions avoir des opposants et d'ailleurs je souhaite qu'on puisse avoir des opposants plus dynamiques et capables de lancer les défis parce que l'opposition c'est la première conseillère du pouvoir. Quand il y a des choses, il faut qu'il y ait au moins les gens qui peuvent nous dire les choses de manière correcte pour que nous puissions savoir comment ajuster nos tirs. Moi, Daniel Safou, c'est un ami, je le connais bien, il me connaît et il m'apprécie et moi je l'apprécie. Mais depuis un certain temps, j'ai trouvé que la haine altère sa façon de juger les choses. C'est normal, je ne peux pas l'en vouloir pour ça, parce que la haine c'est aussi un droit. Je lui concède son droit. Mais s'il sera invalidé parce qu'on a trouvé qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait gagné à sa place, quoi de plus normal? S'il gagne, je le féliciterai et je souhaiterais qu'il puisse avancer, mais s'il échoue, tant pis, la République doit avancer avec ceux-là qui ont gagné. De quel droit dois-je dire que Daniel Safou ne peut pas être invalidé alors que s'il y a quelqu'un d'autre qui a bien mérité que lui? Donc ici, c'est la population qui a départagé les gens. Ce n'est ni l'UDPS, ni moi, John Kolila, qui peut le faire. Chacun a eu ses propres voix. Si ceux-là qui l'ont attaqué en justice ont des arguments à son travail, quoi qu'ils s'attaquent au pouvoir, quoi qu'ils insultent même le chef de l'État, nous disons qu'il fasse le travail et que la justice aussi fera le travail en son temps. Je le salue courageusement et je souhaiterais à ceux qui, comme tu m'as demandé sa place, moi je souhaiterais à ceux qu'il soit au Parlement parce qu'on a besoin d'un grand nombre d'opposants qui peuvent faire face devant le pouvoir afin de nous permettre d'orienter notre projet de société et de recadrer nos tirs parce que nous ne disons pas qu'au pouvoir nous sommes saints. Nous pouvons commettre des fautes en étant au pouvoir. Il revient à l'opposition de crier comme étant la lampe témoin afin que la République soit gagnante. Voilà, Monsieur John, est-ce que pouvez-nous maintenant, parlons à présent de la diminution du salaire des députés nationaux. Est-ce que cela est correct? Quel est votre avis sur ça? Que pouvez-vous dire sur ça? Oui, je suis de ceux-là qui estiment qu'avant de penser à la diminution de revenus, non seulement des députés, mais de tous les cadres qui dirigent, même du chef de l'État. Pourquoi vous posez seulement les problèmes au niveau des députés? Il faut réduire parce que nous sommes dans une période de vaches maigres. S'il faut réduire, on réduit les revenus et du chef de l'État, et des ministres, et des députés nationaux et provinciaux, et des sénateurs aussi. Alors il ne faut pas prendre seulement un cas seulement. Et en faisant cela, qu'est-ce que nous voulons résoudre? Nous devons nous poser cette question. Étant député, je sais, vous savez que les députés touchent combien pour dire qu'il faut réduire? Les députés vous touchent environ 6 millions. Non, ce n'est pas 6 000 $. Au jour d'aujourd'hui, avec la dévaluation, ils sont à 4 200 quelques. Maintenant, dans ces 4 200, vous voulez qu'on réduise pour arriver à combien et pour trouver quelle solution? Je prends les cas. Les députés qui sont, prenons même 6 000. Il y a des fonctionnaires qui n'arrivent même pas à 1 000 $, même pas à 500 $. Vous avez raison. Le revenu du député comparé aux autres est élevé. Le revenu du député comparé à sa charge est moindre. C'est là où il y a les problèmes. Faut-il diminuer pour nous appauvrir nous tous ou bien chercher à augmenter les salaires des autres autrement en canalisant les recettes de l'État dans le trésor public? Donc, ici, il y a un problème sérieux.
Même si on prend les 100%, on dit que les députés ne toucheront rien. Ils sont 500. Prenez 6 000, comme vous l'avez dit, alors que moi je sais que c'est 4 200. Multipliez par 500. Trouvez la somme, faites maintenant la répartition entre tous les fonctionnaires. Vous trouverez que chaque fonctionnaire, son salaire va augmenter de 0,0000001. C'est rien. Le nombre de fonctionnaires, même si on prend tous les revenus des députés, on met ça dans les fonctionnaires, c'est 0,00001. Donc c'est rien. C'est pourquoi moi je dis, pourquoi ne pas boucher les trous par rapport aux revenus de l'État, par rapport aux taxes qui doivent entrer dans les caisses de l'État? Pourquoi ne pas augmenter suffisamment le budget de l'État? Aujourd'hui, nous sommes à un budget d'environ 4 milliards de dollars en exécution. Pourquoi ne pas avoir un budget d'environ 30 milliards ou 50 milliards comme les pays autour de nous et permettre à ce que chacun puisse se retrouver, même si on garde les revenus du député à ce niveau-là, mais que celui d'un huissier puisse quitter de 50, arriver même à 500 ou 300 dollars. En ce moment-là, on fait un bon travail et on s'enrichit. Mais ici, vous ne pouvez pas chercher à vous enrichir en appauvrissant les autres. Le député, il a une charge. Moi, je suis député, je prends le cas élu de l'ICASI. Je n'ai pas une maison à Kinshasa. Ma femme, mes enfants sont à l'ICASI, c'est là où il y a ma maison. Quand je viens pour travailler ici à Kinshasa, je dois me loger. C'est dans ces salaires-là, dans ces revenus-là, il faut que je paye les logements. Quand je viens ici à Kinshasa, je n'ai pas de voiture, il faut que je trouve le moyen de me déplacer pour résoudre les problèmes des gens. Il faut que je trouve le moyen de locomotion. Donc, en même temps, je supporte ma maison à l'ICASI, en même temps, je dois supporter une autre maison ici à Kinshasa. En même temps, il y a beaucoup de fonctionnaires qui n'ont même pas de toit, qui sont locataires jusqu'à présent. C'est là où j'arrive. Il ne faut pas faire une comparaison hâtive pour mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. C'est un travail de prestige, c'est la représentation de la République. Si vous voulez que tout le monde puisse avoir 100 dollars, dites-le. En même temps, le député là, qui a tout ce travail-là à faire, après chaque 3 mois, il doit payer pour rentrer là où il a été élu afin de récolter les désidératants de la population. En même temps, ce député que vous voyez seul ici, il a tout un cabinet. Par exemple, je prends mon cas, j'ai tout un cabinet de 7 personnes que je suis en train de prendre en charge. Et tout ça, prenez les 4 000 là, faites un peu tout ce que je peux faire comme dépense. Au finish, il en restera combien? Moi, je pense que il est question ici que les députés, parce que ce sont eux qui sont l'autorité budgétaire, de trouver le moyen pour augmenter suffisamment notre économie et permettre à tout le monde de survivre. C'est vrai, l'écart peut être grand, mais de combien on va enlever dans ces 4 000 là pour rester à combien et pour trouver quelle solution? Parce que chaque fois, vous êtes journaliste et je suis politicien, quand je vais faire une action, je me pose la question principale. Pour résoudre quel problème? Et vous, en tant que député, si l'on vous demandait de trouver une solution pour faire augmenter notre budget, le budget de la RDC, quelle sera votre réponse? La réponse, c'est que d'abord, nous sommes un pays potentiellement riche, mais réellement pauvre. Nous avons la richesse, nous sommes assis sur l'or, mais nous n'avons pas les moyens d'exploiter. Il faut d'abord, vous savez ce qu'on attend par investissement. Investir veut dire se priver d'une consommation aujourd'hui pour une consommation meilleure demain. C'est-à-dire, nous devons être à mesure aujourd'hui de souffrir, d'accepter de souffrir pour avoir suffisamment de moyens et investir. Tous les minéraux que nous n'avons que les matières premières qui sont extraites du sous-sol. Ils ne sont pas traités ici sur place pour leur donner d'autres formes. Nous sommes en train d'exporter les matières à l'état brut. Pourquoi ne pas investir pour commencer à traiter ces matières sur place? Nous sommes dans l'agriculture. Même toi, je peux te donner un devoir entre guillemets. Vas-y même aujourd'hui, entre dans les supermarchés. Fais rayon par rayon, trouve-moi les produits qui sont fabriqués en RDC. Tu n'en trouveras pas. Même pas l'aiguille, même pas de cure-dent. Comment on va évoluer? C'est dans ce sens-là que nous devrons penser. Nous avons la forêt, nous avons les arbres. Pourquoi ne pas produire les cure-dents ici sur place? Nous avons les matières premières de toutes sortes, de tous genres. Nous avons le fruit, nous avons tout. Pourquoi on ne produit pas le jus, tout simplement de jus? Même des craies, il faut que les Chinois nous amènent ça. Donc nous sommes un pays de consommation au lieu d'être un pays de production. Voilà la difficulté. Même si nous sommes à ce niveau-là, le peu qui entre au niveau de la frontière, le peu qui entre au niveau des impôts, est-ce que ça arrive dans les caisses de l'État? C'est à ce niveau-là qu'il faut fermer tout le trou qu'ils font sointer, de sorte que nous puissions trouver solution à nos problèmes. Je pense que en agissant dans ce sens-là, vous trouverez qu'on aura un budget à la hauteur de notre grandeur et on trouvera solution à nos problèmes. Dire qu'il faut réduire à gauche, c'est comme si vous nous demandez de partager la pauvreté, alors que moi je suis dans la logique de partager la richesse.
Donc, réduire chez les uns pour donner chez les autres, qu'est-ce que vous résolvez comme problème? Vous êtes un homme du peuple. Oui, l'homme du peuple, c'est ce que je suis en train de dire. L'homme du peuple, c'est lorsque j'ai le moyen de me déplacer, lorsque tu es travailleur, tu es licencié abusivement, tu me poses ton problème, je dois me déplacer pour aller voir qui doit trouver solution à ton problème. Là, le moyen qu'on nous donne, ce n'est pas pour nous, c'est pour servir ce peuple-là. Quand après 3 mois, quand j'aurai les vacances, quand je vais payer l'avion pour rentrer là-bas, je ne pars pas en vacances pour jouer. Je pars pour aller voir là où il y a des problèmes à résoudre. Et je prends ces problèmes, je les amène ici à Kinshasa. Je ne reste pas avec chez moi à la maison. Je dois aller voir le ministre, je dois aller voir les responsables pour trouver des solutions. Donc tout ça, c'est pour le travail. Je reste convaincu, étant quelqu'un qui a l'expérience, que sur les 100% des émoluments du député, le député qui travaille pour le peuple, peut-être il consomme 30%. Les 70%, c'est pour le bien de la même population. Je reste convaincu. Avant d'être député, moi aussi, je me posais le même problème. Mais quand je suis devenu, je me suis dit, le 70% des émoluments des députés, ils font le travail de la population. Vous avez droit aux primes, non? Vos primes-là peuvent vous aider à bien faire votre travail, donc à bien circuler partout en RDC. De quelle prime vous parlez? Chacun travaille, on lui paye son argent à la fin du mois. De quelle prime vous parlez? Parce que c'est ce qu'on a l'habitude d'entendre parler. Les gens disent qu'à part votre salaire, que vous venez de nous informer que c'est de 4 000 $ que vous députés, vous disposez. Mais nous, la population, nous savons que, que le gouvernement vous paye 6 000 $ ou 6 500 $ par mois. Et là, c'est une information que vous venez de nous donner, de nous procurer au fait. Et là, on a aussi, la population a aussi l'habitude de dire que le député, à part vos salaires, vous avez droit aux primes. Donc là, c'est faux ou bien la population peut ou bien c'est faux ou vrai que vous avez droit aux primes chaque fin du mois? Non, ce que je dirais d'abord, 6 000 $, si vous parlez de 6 000 $, vous le prenez à quel taux? Puisque ça peut être vrai, ça peut être faux ce que tu dis. Okay. Le taux de la devise était à 93, aujourd'hui le taux est à 160. Les députés touchent leur salaire en francs. On n'a pas augmenté le salaire en francs pour ajuster le niveau de taux. C'est-à-dire, ce qui pouvait être 6 000 en 2011 n'est pas 6 000 en 2019 compte tenu du taux qui a dévalué. C'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, tout compte fait, c'est environ 4 200 qui touchent les députés. C'est-à-dire 6 700 000 francs en francs congolais, qui n'a pas changé depuis 2011 jusqu'à ce jour. Mais le taux, lui, a évolué. Les primes dont on parle, ce sont des primes sporadiques. Les gens, lorsqu'ils peuvent travailler, dans un mois, vous pouvez avoir en commission un travail d'un jour. C'est 70 $. C'est tout. Et avec ça, on dit que, parce qu'il y en a des autres, vous parlez de 6 000, il y en a qui vous parlent de 13 000, il y en a qui vous parlent de 9 000. Le gouvernement vous offre aussi de voitures, non? Non, là où il y a un problème sérieux, il y a une incompréhension entre la communication et ce que disent la population. Le véhicule, je vous ai dit que je suis délicatie. Je viens à Kinshasa, je n'ai pas de véhicule. Ce n'est pas le gouvernement qui offre aux députés le véhicule. Mais les entreprises peuvent venir devant les députés pour dire que nous avons les entreprises à vendre. C'est le député lui-même qui s'achète son propre véhicule, mais qu'on lui coupe dans son revenu à la fin du mois petit à petit. Donc ce n'est pas un don du gouvernement envers le député. Chacun s'achète son véhicule à lui avec son propre argent, mais qu'on paye petit à petit. Ce ne sont pas des dons que le gouvernement est en train de faire aux députés, ça n'a jamais été le cas. Ok, une toute dernière question pour se séparer avec vous. Est-ce que si vous pouvez faire la comparaison entre le gouvernement de M. Kabila et les prochains gouvernements de M. Félix Tshisekedi, que la population s'attend à quoi? Je ne saurais pas faire la comparaison entre un gouvernement qui a déjà existé et un gouvernement à venir. Mais je peux au moins évaluer ce que j'ai déjà vu. Je trouvais que M. Kabila, durant toute sa gestion, il a fait des fiascos. Ça ne changera pas. Vous me poserez peut-être la question de savoir qu'aujourd'hui, vous êtes en coalition, ensemble, vous voulez travailler. Oui, nous sommes en coalition pour le présent et pour le futur. Nous ne sommes pas en coalition pour le passé. Le passé reste le passé, nous cherchons à corriger. Tout ce que moi je veux, c'est que le futur gouvernement puisse prendre la hauteur pour savoir que si aujourd'hui, le dauphin de M. Kabila n'a pas été élu, c'est tout simplement parce qu'il a payé les prix de la gestion des anciens gouvernements. Et aujourd'hui, si nous avons besoin de faire les choses autrement, faisons les choses autrement pour bénéficier de la confiance de la population. Le grand souci pour moi et pour le peuple, c'est de résoudre leurs problèmes.
Il n'est pas difficile de résoudre les problèmes de la population parce que les autres pays autour de nous ont résolu les mêmes problèmes. Donc il est question d'avoir de l'intelligence, il est question d'avoir le moyen pour y parvenir. Tout ce que moi je veux, c'est qu'il y ait ce changement-là et que la population, le peuple puisse trouver solution à ces problèmes, que les travailleurs soient payés avec un bon salaire correct, de manière régulière, que les militaires et policiers soient payés, que nous ne soyons pas le symbole de la misère de l'humanité. C'est tout ce que nous sommes en train de chercher. Si, moi je suis de l'UDPS, mais si demain le pouvoir ne me convainc pas dans la réalisation des choses, je serai le premier à m'y opposer parce que je ne suis pas entré à l'UDPS pour que Félix devienne président. Je suis entré à l'UDPS pour que l'UDPS au pouvoir change les choses. Mais si demain les choses ne changent pas, étant que citoyen de la République, je critiquerai le gouvernement, même si je suis de l'UDPS, courageusement, de sorte que nous puissions changer les fusils d'épaule. Donc c'est ça le courage peut-être qui manque aux uns et aux autres. Il y a moyen de critiquer et de changer les choses en interne. De manière libre, on peut dire les choses, critiquer à haute voix pour qu'on puisse changer les choses. Moi, je pense que courageusement, il faut arriver à cette démocratie pour dire que avant le parti, c'est la patrie d'abord. Donc la République est avant tout ce que nous pouvons avoir comme bien. Okay. Un grand merci, M. John. Un tout dernier mot? Le dernier mot serait de vous remercier encore une fois de plus et demander à nos téléspectateurs, tous ceux-là qui suivraient cette émission, de réunir le courage d'aimer la République. Il ne suffit pas de faire la politique parce qu'on a une haine envers les uns et les autres. Nous devrons nous aimer en tant que citoyens de la République, nous souder les coudes pour avancer. Si autrefois nous étions des rivaux dans la course au pouvoir, aujourd'hui nous sommes des partenaires dans la course au progrès. C'est le bien de notre peuple qui doit hanter nos esprits. Demain, après-demain, nous serons classés chacun dans un cas comme dans un autre. Les uns seront insultés par des générations futures, les autres seront publicités et chacun doit chercher les camps où il sera. L'essentiel pour moi, c'est de faire correctement son travail, aider le chef de l'État, aider la population à faire correctement son travail pour qu'après 5 années, nous puissions évaluer et savoir que nous avons avancé suffisamment comme les autres pays autour de nous, pourquoi pas comme les États-Unis, parce qu'ils ont la même tête, ils ont les pieds comme nous autres, c'est que nous pouvons aussi faire mieux. Un grand merci à vous, Monsieur John, d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, comprenez, c'était là, Monsieur John, qui est là, un député de notre pays. Voilà, ne nous tenez pas rigueur parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, Belé, à poto nos téléspectateurs qui vont venir commenter pour dire que complexé, vous ne pouvez pas parler en lingala, poni bolobine en français, puis beaucoup. Non, j'aimerais dire quelque chose. Je suis un citoyen de la République, je suis congolais. Au pays, il n'y a pas que les lingala. Nous avons plus de 450 langues. Moi, je viens du Katanga. Ne me condamnez pas parce que je ne connais pas les lingala. Je connais le swahili que peut-être toi aussi tu ne connais pas. Les jours où toi tu seras à Likasi, on te demandera aussi pourquoi tu ne connais pas les swahili. Les jours où tu seras en Mbujimaï, on te posera la question pourquoi tu ne connais pas les Chiluba. Donc, nous devons nous faire des efforts. J'ai fait l'effort. Je connais un peu. Mais je ne peux pas me permettre de parler dans une langue pour dire peut-être le contraire de ce que je pense. Mais j'entends tout lingala. Peut-être jusque-là, je n'ai pas encore amélioré ma prononciation. Or, en lingala, une petite prononciation, au-delà de ce que tu devrais dire, tu peux dire autre chose qu'autre chose. C'est ce que j'ai voulu éviter et j'ai voulu parler dans une langue. Je pouvais parler en swahili, je connais bien les swahili. Je pouvais parler en chiluba, je connais bien les chiluba. Le kikongo et le lingala, j'entends, je parle aussi de ma manière. Je ne suis pas complexé. Je parlais dans ce sens pour permettre à tout le monde d'écouter. Parce que si toi tu veux que je parle à lingala pour que tu m'écoutes, quand je parlerai à lingala, celui des Swahili aussi me demandera pourquoi je ne vais pas parler en Swahili pour qu'il m'écoute. Donc voilà, mais si Jemima m'apprendra le lingala correctement, je parlerai. Si je le fais en français, c'est pour votre respect, parce que je ne connais pas encore très bien prononcer certains mots et j'ai souhaité le faire d'abord en français. Les autres qui viendraient de manière bien posée, je le ferai aussi en lingala de ma manière, parce que j'ai déjà fait à Bosolo une fois en lingala. Les gens ont quand même apprécié. Et avec Jemima, prochainement, on fera aussi à lingala. Pourquoi pas dans d'autres langues, parce qu'il n'y a pas que les lingala pour le Congo. Il y en a autant. Donc, voilà, c'était là Monsieur John Kolela. Et avec lui, on a parlé. Je ne pleure pas. Hein? Mais je ne pleure pas. Monsieur John Kolela, qui ne pleure pas. Voilà, notre député de la République démocratique du Congo. Avec lui, on a parlé de tout ce qui se passe dans le pays. Voilà, comme je disais, beau tenir biso regardez. Hein? Il a bien dit qu'il ne sait pas parler en lingala, il parlait le lingala, c'est pourquoi il a parlé en français. Donc, c'est juste pour se sentir à l'aise. Donc, il ne fallait pas aya bêtise pour tout satisfaire Bino. Donc, il a parlé en français parce que Adaki est à l'aise. Et j'espère que ça vous a plu.
Voilà. Pour n'avoir commentaire à ma B, en tout cas votre commentaire, c'est à ma B, bon pour nayo. Et bien sûr, on a besoin qu'il y ait un commentaire où il faut faire avancer République, il faut faire avancer RDC. Parce que vous combattants, vous combattez là-bas en Europe, il faut venir ici pour bon on appelle galère au bazar parce que vous combattre mais na musika. Venez un peu vivre tout ce qui se passe en RDC et puis au vous continuer à combattre ceux qui tiwapi. Voilà, j'ai dit un grand merci à Mouna qui était la prise de vue. Un grand merci à Christian Touré Mukendi Montréal. Un grand merci à toi. Et un grand merci à Papi, le roi la carte illimitée, Formule la Souka Bilanga, Héros Bilanga dollar depuis Maroc. Un grand merci à José Nomé les Chauman, notre Premier ministre. Un grand merci à Junior Mosuku, prêtre. Et pourquoi pas, il y a Jojo Ngonda Imen, prêtre à monastère, et pourquoi pas aussi bien côté mascotte l'ingénieur de banque. Mes salutations à Froy Lucas au Mille Grâces et à JP Meya, mes salutations à toi et à Titi de Bundes. Je te salue depuis là où tu nous suis et voilà. Je vous dis bye bye, restez branchés sur notre chaîne www.congofrance.com. Bye bye, à la prochaine. France.